Donc le troisième regard, c'est les associations dans la confrontation avec d'autres acteurs. L'interrogation sur les spécificités de la gestion associative ne date pas d'hier, surtout à l'UNIOPS. Rappelons-nous l'interpellation de François Bloch-Lenné sur les spécificités méritoires lancée il y a plus de 20 ans. Or, cette question qui se pose aujourd'hui avec beaucoup plus d'acuité, et les différents ateliers l'ont tous soulevé. D'une part, des secteurs au sein desquels les associations avaient le monopole ou le quasi-monopole voient arriver le secteur lucratif, mais parfois aussi constatent la volonté des pouvoirs publics à publiciser des équipements. D'autre part, le développement des procédures d'appel d'offres ou d'appel à projets. On ne fait plus la distinction entre les différents statuts des opérateurs. Or, il ne suffit pas aujourd'hui de revendiquer pour les associations des qualités exclusives parce qu'elles seraient innées, mais d'en faire la démonstration. C'est plus complexe. Car les entreprises ont peu à peu affiné leurs arguments. Elles savent utiliser les voies médiatiques pour démasquer ce qui ne serait que discours. C'est ce qui a conduit presque la totalité des ateliers à se poser la question de l'identité associative. Mais au nom de cette identité, les associations peuvent-elles revendiquer une discrimination positive? N'y aurait-il pas un risque alors de tomber dans le travers d'une posture corporative? L'identité associative suppose que le projet de vie des bénéficiaires de nos établissements ne soit pas étouffé par le dialogue de gestion qui se réduit à des opérations de mécanique tarifaire. Certains secteurs, comme celui de la petite enfance, mais je pourrais en prendre bien d'autres, accueil individuel, accueil collectif, où les associations ont été pionnières, que deviendront-elles au sein d'un service public de la petite enfance annoncé si n'est pas préservée la coexistence d'une pluralité d'acteurs? Mais là encore, il y a nécessité de faire la preuve de sa différence, c'est-à-dire de la plus-value. Dans le domaine du handicap notamment, la fonction tribunétienne qui consiste à promouvoir la citoyenneté, la participation à la cité, est-elle encore compatible avec la gestion des services qui réclament tant d'énergie, de force professionnelle et militante? Relever ces défis, les ateliers, avec des expressions fort différentes, ont défini quelques pistes. D'abord l'histoire, qui a été présente dans presque tous les ateliers, explicites ou non explicites. Que l'on ne se complaise pas dans l'histoire. Je citerai Paul Ricoeur, « L'histoire est une source à interpréter, non une éternité figée. Une tradition n'est vivante que si elle donne l'occasion d'innover. » Revisiter régulièrement le projet associatif, tous les ateliers en ont parlé. Mais celui-ci n'est pas écrit une fois pour toutes. Le réactualiser régulièrement, c'est se donner les moyens de l'inscrire dans le réel, le concret. C'est aussi permettre aux nouveaux entrants de se l'approprier et de ne pas le recevoir comme un patrimoine immuable. Tenir le plus grand compte des nouveaux comportements de nos contemporains, c'est important parce qu'ils peuvent bousculer nos pratiques institutionnelles. C'est la clé du renouvellement de nos instances et de leur rajeunissement qui se pose tant. Rechercher aussi une hybridation des ressources, bénévolat, volontariat, fonds privés, c'est une voie qui permet d'échapper à la publicisation et de préserver des marges d'autonomie. Dépasser les égos associatifs, et il y en a, pour promouvoir des alliances, promouvoir des partenariats. Apprendre à gérer les ressources humaines qui englobent l'ensemble des acteurs pour que chacun y trouve sa place. On a beaucoup parlé, dans tous les ateliers, de l'innovation. Celle-ci est aujourd'hui beaucoup plus complexe, car les contraintes se sont accumulées. La création, l'innovation se situent aujourd'hui dans les interstices, dans les marges. Et ces marges, il ne faut pas les négliger. Et pour nous accompagner
dans le futur, au-delà de ce congrès, je citerai Max Weber, nous devons être des passeurs de l'éthique de la conviction à l'éthique de la responsabilité, en définitive, résolument au-delà du faire pour s'investir dans le faire avec. Je vous remercie.